Asseyez-vous confortablement. Le stream. Voilà, voilà. Je suis là, présent. J'ai pas une pété de temps ce soir, mais suffisamment pour pouvoir parler de choses. Alors déjà, il faut que j'enregistre pour pouvoir rediffuser ça sur YouTube. Euh, c'est parti pour l'enregistrement. Yes! J'avais envie depuis longtemps de parler des lésions osseuses en course à pied. J'ai fait une présentation à des cyclistes il n'y a pas très longtemps. Et j'ai passé en revue pas mal de données sur ça. Et en fait, c'est un truc, les osseuses, qui commence à me passionner, entre guillemets. Et du coup, il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Et du coup, ça peut être super intéressant de discuter de tout ça, de débattre. Malheureusement, il y a Clem qui court qui fait un live à l'heure actuelle sur Twitch. Donc toute la communauté running est sur son live. Donc je vais devoir me battre pour faire ma place. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, comme je disais, je fais du contenu après avec ces clips qui me permettent de passer du temps à discuter de choses. Et puis voilà, éventuellement discuter comme mercredi soir avec 5-6 personnes, c'est déjà excellent. Je suis monté à 102 followers sur Twitch. Maintenant, bah voilà, il faut que les horaires y matchent et puis que ça se passe bien. Donc, s'il y a des questions, le chat, le chat est là et vous pouvez tout poser les questions. J'étais en train de regarder sur PubMed euh, des trucs sur bah, les lésions osseuses. En course à pied, les lésions osseuses, elles sont les plus fréquentes. Elles sont au niveau tibia. C'est là où on a le plus de données, mais il faut savoir que les lésions osseuses, bah, il y en a sur tous les os. Euh, en course à pied, au niveau des membres inférieurs. Euh, hors cas traumatique. C'est sûr qu'on peut se péter le bras en course à pied. Mais Mais en dehors d'un contexte traumatique, les lésions osseuses, elles se passent principalement au niveau des membres inférieurs. J'ai eu des cas de lésions osseuses au niveau du col du fémur, au niveau du tibia, à foison, au niveau des métatarsiens. Il y a pas mal de trucs. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille rechercher ça. Euh, image, je vous montre après. Donc, si des gens ont subi des fractures ou des lésions osseuses en course à pied, témoignage bienvenu. Voilà, c'est celle-ci que je voulais, format A4. Excellent, normalement ça devrait marcher. Là. Je vais faire comment? Je vais attendre un petit moment avant de démarrer. 8h25. Est-ce qu'on m'entend bien là? Je peux monter un peu le son en fait, peut-être. Peut-être que là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, c'est mieux. On va partager ça comme ça. Voilà, j'ai fait une recherche là-dessus. Quand on parle de lésions osseuses en course à pied, le premier truc qui vient, c'est le tibia. Et le tibia, quand on parle de lésions osseuses, on parle de périostite. On pense souvent aux périostites, aux fractures de fatigue. Il faut savoir un truc, c'est que depuis pas longtemps, je pensais cet article-là, peut-être 2026. C'est peut-être pas celui-là.
Scoping Review, ça date de 2025. Ouais, c'est pas cela, mais en fait, on est en train de changer l'appellation un peu périostite fracture de fatigue parce que euh, on se rend compte que c'est un certain continuum. Et du coup, en fait, c'est plus ou moins la même chose à des degrés différents d'atteinte d'os. Euh, la périostite, on pensait que c'était l'irritation de la membrane de l'os, donc du périoste. Et la fracture, c'est quand il y a carrément l'os qui casse. Mais en fait, c'est pas si distinct que ça, dans le sens où euh, on a d'abord, c'est pour ça qu'on les classe maintenant dans lésions osseuses, en général, d'où l'intérêt de ce live de ce soir. Et puis, le- la nouvelle définition qui fait plus en valeur avec ce qui se passe réellement, ce serait ce fameux, là je parle du tibia, du syndrome de stress tibial médial. En fait, ce syndrome de stress tibial médial, il englobe euh, la totalité des douleurs qui sont au niveau du tibia. Je vais juste voir, est-ce que... Peut-être plus vieux. A review. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que ce serait le continuum entre une tension des muscles fléchisseurs du pied, fléchisseurs des orteils, donc des muscles postérieurs de la jambe sur le tibia, donc une surtension de ça, créant ensuite une lésion au niveau du périoste, créant à la longue une fracture de fatigue. C'est pour ça qu'on le reglobe dans syndrome de stress tibial médial pour parler de ça. C'est sûr que la fracture de fatigue, la fracture de stress, elle est un peu le stade ultime de la lésion osseuse, euh, mais que la prise en charge, elle est fondamentalement pas différente que ça. Là, il y avait un article de 2026, de janvier. euh, Est-ce que c'est celle-ci, Saad? Non, j'avais pris celle-ci. Un article de 2025 euh, qui était en fait une scoping review. Donc ils ont regardé plusieurs études sur ce sujet-là. J'ai demandé rapidement à ChatGPT de faire un résumé parce que j'ai pas le temps de le faire en live, ça prend trop de temps, c'est trop rébarbatif. Il s'en sort toujours très bien pour juste résumer deux, trois trucs. Et puis justement, cette revue sur le syndrome de stress médial tibial, c'est Shin Splint en anglais. Ça synthétise les données disponibles. Donc l'objectif de l'étude, c'est de résumer l'ensemble des connaissances actuelles sur le MTSS, identifier les principaux facteurs de risque, analyser les hypothèses biomécaniques et expliquer son apparition, c'est intéressant, et puis mettre en évidence les lacunes de la littérature pour orienter les futures recherches. Ça, on s'en fout un petit peu, nous, de notre côté. Euh, Tac, ils ont fait 4 bases de données, on s'en fout. Il y a eu 37 études. Donc, ils ont repris les données de 37 études avec 67,6% des gens qui étaient des coureurs, des athlètes et 16% des militaires. Les militaires, c'est souvent une population qui est très étudiée parce qu'on a beaucoup de gens et puis on peut les forcer à aller faire les études. Donc, c'est très fréquent, hein, 69,5% chez les marathoniens amateurs indiens. Bon, la donnée est marrante chez les Indiens. Euh, bon, après, là, je pense qu'on doit trouver ces données-là dans une population de coureurs amateurs. Incidence maximale rapportée à 35,7% dans une cohorte allemande. Un peu moins, voilà. Cela confirme que reste l'une des blessures de surcharge les plus fréquentes chez les coureurs. Et là, ça, effectivement, je ne peux pas le contredire en cabinet, j'en ai plusieurs fois par semaine. Le poids corporel semble jouer un rôle. Plusieurs études ont montré que, donc là, on a les facteurs de risque, hein. Un IMC plus élevé chez le sujet atteint de syndrome de stress tibial médial. Donc, c'est vrai qu'on semblerait que être en surpoids pourrait être un facteur favorisant de MTSS. Une corrélation entre IMC élevé et temps de récupération plus long. Bon, je ne sais pas trop si ça veut dire ça. Une augmentation des contraintes mécaniques sur tibia pourrait favoriser le développement de lésions de surcharge osseuse. Bon, ça c'est logique. La plupart du temps, le, ça apparaît contre en fait, les contraintes, le stress mécanique est trop important.
et que l'os n'est pas capable de tolérer ce stress mécanique. Et puis du coup, ça s'irrite, ça tire, ça fait mal, ça se casse, etc. L'expérience en course semble protectrice. 2 études ont observé que les sportifs ayant davantage d'années d'expérience présentent un risque plus faible de développer un MTSS. Pourquoi? Parce que, d'après moi, les gens qui ont plusieurs années d'expérience, ils ont habitué leur système à encaisser des impacts. Et en fait, progressivement, c'est-à-dire que sur plusieurs années d'expérience, c'est-à-dire qu'ils ont peu dû subir d'arrêts, de blessures, etc. Et que du coup, voilà, le système s'est renforcé et est capable de tolérer ça. Donc voilà, ça pourrait une meilleure tolérance tissulaire, une progression d'entraînement plus adaptée, une meilleure économie de course, possiblement. On sait que de courir comme un éléphant, de faire des grands pas, d'avoir une cadence très basse, ça met des contraintes biomécaniques très importantes sur le système musculo-squelettique et que du coup, effectivement, on va voilà, créer beaucoup plus de contraintes sur l'os et potentiellement le charger plus rapidement que ce qu'il est capable de tolérer, alors qu'avoir une biomécanique plus protectrice, une meilleure économie de course, faire des petits pas, courir léger, mais moins de contraintes, et donc permet probablement de pouvoir courir un peu plus vite, un peu plus rapidement. Les charges extrêmes augmentent le risque. Une étude rapporte une incidence plus élevée de blessures de surcharge tibiale chez les ultramarathoniens. Ça soutient l'idée que le MTSS s'inscrit dans un continuum de surcharge osseuse pour évoluer vers la fracture de stress tibial. Ça, c'est ce que je disais au début. Les facteurs biomécaniques. 3 études ont évalué le navicular drop test. Les données suggèrent qu'un excès de pronation, donc le pied qui s'écrase en dedans, pourrait être associé à un MTSS, même si ça reste hétérogène. Donc en fait, c'est un peu flou. Il y a des études qui ont dû montrer qu'une pronation du pied est un facteur de risque de syndrome de stress tibial médial, d'autres pas. C'est vrai que l'ensemble de la littérature semble un peu fragile sur cette constatation. Euh, mais... pardon, je vais juste voir un truc. Ok. Euh, mais j'ai aussi vu là récemment comme quoi il semblerait qu'une semelle antipronatrice pourrait réduire le risque de développer une MTSS. Donc on a peut-être des données qui commencent à arriver sur ce sujet-là. À voir par la suite. La biomécanique de la cheville, 5 études ont analysé les amplitudes articulaires, les mouvements du pied, de la cheville, les schémas de pronation. Les altérations biomécaniques distales sont fréquemment associées au MTSS. Donc si on ne bouge pas bien, si on a une cheville plus rigide, voilà, de nouveau un schéma en pronation pourrait être associé. 4 études ont étudié une rotation de hanche, le contrôle proximal et certains défauts d'alignement du membre inférieur. Les auteurs suggèrent qu'un déficit du contrôle proximal pourrait contribuer à l'augmentation des contraintes tibiales. Ça, c'est vrai que ce qui se passe au niveau de la hanche, on sait que ça a une grande répercussion au niveau du genou. Et puis, du coup, ça pourrait être un facteur de risque potentiel d'après les données de ces études-là. La fameuse théorie selon laquelle la ETS serait causée par la traction répétée des muscles, solaire, tibial, post, selon Fleischer, a été examinée dans 5 études. Les preuves restent insuffisantes pour considérer cette théorie comme l'explication principale du MTSS. Les auteurs soulignent que les mécanismes osseux et biomécaniques sont probablement plus complexes que la seule traction musculaire. Effectivement, je parlais de ce continuum traction parce que quelqu'un qui a mal au niveau du tibia peut avoir des points musculaires au niveau de ces muscles-là, le solaire, le tibial post, le long fléchisseur des orteils. Et puis, je sais pas si on peut checker comment. Je vais juste voir si j'ai mon truc d'anatomie 3D. Ah, il faut que je l'installe. Crotte. Je vais peut-être pas le faire maintenant. Donc voilà, on peut avoir des douleurs au niveau du tibial interne liées à ces tractions-là, à ces points musculaires, mais c'est clair que c'est pas ça probablement qui va créer une lésion osseuse. Peut-être un peu d'irritation au début, cela étant que la fracture de fatigue, c'est clairement que biomécaniquement, les contraintes, elles ont fait péter l'os, quoi. Le message clé pour les cliniciens du sport et les coureurs, cette revue renforce l'idée moderne que le MTSS est une blessure de surcharge osseuse multifactorielle. Il y a plusieurs causes situées pour un continuum pouvant conduire à la fracture du stress tibial. Les facteurs réunissent charge d'entraînement élevée, IMC important, moindre expérience sportive, certaines caractéristiques biomécaniques du pied et du membre inférieur. Ce qu'on a dit avant.
Ok, bon ça après, ça c'est ChatGPT qui nous fait un peu sans ChatGPT. Euh, donc voilà, ça c'était intéressant et c'était un des paramètres que je voulais partager ce soir. Euh, au niveau des fractures de stress, donc là je vais parler des fractures de stress, c'est vrai qu'il faut être assez prudent, c'est fréquent en course à pied. Euh, c'est fréquent en course à pied et on a des fractures qu'on appelle à haut risque, à risque élevé. Euh, ça, c'est lié au fait que tac tac tac. Ouais, qu'est-ce que je veux savoir ce qu'ils disent, pas que. C'est lié au fait que ces zones-là, anatomiques, celles qui sont ici, euh, elles consolident moins bien parce qu'elles sont probablement aussi moins bien vascularisées, etc. Donc, c'est pour ça qu'on les parle de plus haut risque, parce que il y a des risques de complications si c'est pas soigné, en fait. Des déplacements, des retards, de la pseudarthrose. Euh, c'est pour ça que là, on va opter pour une imagerie assez vite, et puis en fait, un- un- des conseils beaucoup plus protecteurs que sur d'autres zones. Les autres zones que j'ai souvent, effectivement, bah, c'est le syndrome de stress tibial médial, donc le bord postéromédial du tibia, le plus fréquent, je dirais. Euh, Ça serait au niveau du premier métatarsien, par exemple. Ça, c'est pas un problème de, de surcharger, on va dire. Une lésion au niveau du col du fémur inférieur, ça, c'est pas un problème non plus. Par contre, au niveau du col supérieur du fémur, au niveau de la diaphyse latérale fémorale, au niveau de la patella, de la rotule, la crête tibiale antérieure, du cinquième méta de la base, du deuxième méta de la base, tous les os du pied, le talus naviculaire, les sésamoïdes dessous, la malléole tibiale typiquement, sont des fractures de stress à haut risque. Donc ça fait pas mal, il y en a beaucoup. Et ça, il faut être plus prudent quand on a une suspicion de fracture. Comment on suspecte une fracture par rapport à une périostite? Alors moi, des périostites sur le diaphyse fémoral, sur le col du fémur, j'en ai jamais trop eu. Je pense que ça vient péter vite au niveau de l'os. Il y a le sacrum aussi. Kylian Jornet, il a eu une problématique au niveau du sacrum, de fracture de stress par exemple. Euh, oui, c'était Kylian. Ouais, je pensais Marianne Hogan aussi, mais j'ai dit des conneries. Je crois mercredi, elle a une fracture. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, comment on différencie une périostite d'une fracture de fatigue? Ben, la fracture de fatigue, typiquement au niveau du tibia, c'est un point précis sur l'os. C'est-à-dire qu'on vient palper l'os, ça va, ça va, ça va. Il y a un point hyper douloureux, après ça va. La périostite, l'irritation sur la zone, eh ben, c'est une douleur qui est sur plusieurs centimètres. C'est le test clinique palpatoire, je pense, le plus efficace. Euh, c'est vraiment ça. Truc. Après, on peut faire bailler l'os. J'ai vu euh, Flavio Bonnet. Je dois me loguer, je pense, à Instagram. Flavio Bonnet, il a fait pas mal de publications. Ah non, c'est bon. Sur ça. Et notamment comment. Voilà, le test de Fulcrum. Ta douleur, c'était ici. Ouais. Je vais mettre deux doigts sur la malléole médiale ici et je vais me mettre. Le but, c'est de faire bailler l'os, en fait. Pour agrandir le trait de fracture, si on veut dire ça comme ça. Et ce qui va reproduire une douleur importante. En regard ici, sans avoir les doigts sur le tibia. Tout le monde me suit? Et ce que je vais chercher à On faire, te c'est essayer suit. de casser le tibia ici. Casse. En tout cas, de le mettre en contraint. Est-ce que tu as mal? Ok. Il n'a pas de fracture de stress. D'accord? Si on fait une IRM, il est probable que ça monte périostite plutôt que fracture de stress. Voilà, donc lui il parle encore de périostite. Moi, je dirais syndrome de stress tibial médial dans ce cas-là. Mais là, il a fait un fulcrum. Ça ne reproduit pas la douleur. Donc, on peut potentiellement éliminer la fracture de stress. Sensibilité 45,7 à 52%. Et spécificité modérée à élevée. 70 à 84%. Donc,
c'est peu sensible, mais très spécifique. Voilà, il parle de la périostite. Voilà. C'est un continuum, hein, fracture de stress, périostite. Si tu as une périostite, Qu'est-ce que tu j'ai cours dit un peu trop, ça va commencer à gonfler. Tu cours un peu trop à un point précis. Tu cours un peu trop, ton os, quand je vais le mettre en tension avec le test que je vais vous montrer, va devenir très sensible. Là, ça va faire mal. Et là, il sera en stade de fracture de stress. C'est un continuum, hein, fracture de stress, C'est un continuum qui se passe pas en une session, hein, qui se passe sur plusieurs jours, semaines, plusieurs notions de surcharge. Donc la périostite, généralement, donc ça fait mal 5 cm au niveau de la crête postéromédiale. C'est à distinguer de la crête antérieure, d'accord? Les gens qui vont vous rapporter des douleurs sur la crête ici, c'est une douleur qui met beaucoup plus de temps à récupérer en course à pied. D'accord? On ne sait pas trop pourquoi, l'hypothèse, c'est que c'est moins vascularisé qu'ici, et ça met beaucoup de temps. Ça peut mettre des semaines avant de récupérer une douleur sur la crête. Alors que celle-là, c'est la plus fréquente, c'est la plus classique et c'est celle qui passe le plus rapidement. Donc généralement, ce que je vais faire, c'est je vais plier la jambe ici et je vais palper et tu vas me dire à partir de quand ça commence ta douleur. Donc on est vraiment sur l'os, on n'est pas sur le mou, on n'est pas sur vraiment le corps, on est à l'interface entre l'os ici là. Déjà là? D'accord, donc c'est intéressant parce que c'est plus haut que ce qu'il décrivait. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité palpatoire déjà qui commence là. Je mettrai une petite trace avec un stylo au cab. Ça continue. Ouais. Mais là, c'est plus. Là c'est pire. Ouais, là. Là c'est pas mal. Là, Ouais, là, c'est c'est où le pic? un peu plus haut, je dirais. Ok, là c'est parti. Ouais, là, Et là, t'as plus rien après? Ok. Donc le pic, il est... ouais, là. Ok. Donc pile là, il a quand même une douleur un tout petit peu plus large. Je le noterai parce que généralement, ce qu'on va voir, c'est un truc qui va faire comme ça. En fait, qui va venir se régresser. Souvent, il y a un petit point qui reste un tout petit peu sensible, mais voilà. Il faut éduquer d'emblée le patient. Cette douleur-là, la palpation, premièrement, il ne faut pas que tu le fasses, ça ne sert à rien, ça ne nous aidera pas. Ça va plutôt juste entretenir le phénomène. Deuxièmement, quand bien même tu auras fait ton marathon sans aucune douleur et que tu feras du fractionné à haute vitesse, tu seras toujours sensible ici. Parce qu'en course à pied, il y a beaucoup de contraintes et tu le fais chez des gens qui n'ont pas de douleur, ils sont sensibles. D'accord? Par contre, les gens qui sont très sensibles sur ce test-là, on sait qu'ils ont 5 fois plus de chances de développer une périostite dans l'année. D'accord? Donc ça peut être assez intéressant si vous suivez des coureurs, d'aller examiner quand même là-dessus. S'ils ont un point très sensible, il faudrait leur dire, donner des conseils pour gérer l'intensité de l'entraînement, pourquoi pas fractionner, gérer la récup, faire plein d'autres trucs. Okay? Donc voilà. Donc il a une zone avec plusieurs points mais qui semblent assez égaux mais sur une zone quand même. Donc il n'y a pas de gonflement non plus. Quand je mets le doigt ici, on ne voit pas de signe du godet. Donc il a une zone douloureuse, il n'a pas de gonflement, donc ça nous écarte vraiment de la fracture de stress. Donc la périostite généralement, donc ça fait mal. Bon voilà, ça c'était les petites infos par rapport aux publications de Flavio Bonnet. Voilà, donc j'ai dit ça, ouais, sachant que effectivement, il y a des fractures de stress du col fémoral. Ça date de quand là, la revue médicale 2019? Facteur de risque de subir le sexe féminin, origine caucasienne, âge, grande taille, bassin large. Bon. Potentiellement, ouais, c'est un peu vieux quand même. Ça, c'est pour le test du fulcrum au niveau du col du fémur. Mettre en tension l'os comme ça, le col, faire bailler la diaphyse fémorale. Ça, c'est hyper intéressant. Voilà, la réaction périostée, bon, c'est moins intéressant. Je vais voir si on voit une image. Souvent, ça pourrait donner ça. Hein. Là, on voit pas bien la fracture, mais en fait, cette zone un peu de réaction osseuse, cet œdème osseux, est assez révélateur d'une fracture de fatigue. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres?
Là, on le voit. Le trait de fracture. Des fois, ça se voit pas, hein, c'est tellement petit, tellement fin, c'est tellement diffus dans pas mal de trucs que ça se voit pas tout le temps, hein. Là, on voit le stress, l'œdème osseux. Euh, Oui, un des grands facteurs de risque du, de lésions osseuses dans le sport en général est le déficit énergétique relatif dans le sport, le RED-S. Quand nos apports caloriques, nos apports énergétiques ne compensent pas ce qu'on perd lié à l'effort. Ça, c'est la merde. C'est sous-diagnostiqué, c'est compliqué, c'est des patients qui se blessent souvent, c'est des patients qui ont beaucoup de lésions osseuses, justement, des patientes, typiquement sexe féminin, qui n'ont pas de règles, qui font beaucoup d'activités physiques, qui ont une absence de règles, une aménorrhée, euh, une fatigue, une irritabilité, des choses comme ça qui doivent orienter vers un syndrome du déficit énergétique. Et c'est les lésions osseuses un gros problème dans ce syndrome de déficit énergétique qu'on appelait avant la triade de l'athlète féminine, qu'on a élargi clairement maintenant parce que ça touche pas que les femmes. Déficit énergétique, j'aurais dû mettre RED-S. Euh, euh, on l'appelait la triade parce que justement j'ai un blanc, il y avait absence de règles, lésions osseuses, puis baisse des performances, je pense. À la base, triade. Déficit énergétique, trouble du cycle menstruel et une baisse de la densité minérale osseuse. Voilà, ça, c'est un athlète qui un article qui date de 2009. Et du coup, il est un petit peu obsolète maintenant. Trouble du comportement alimentaire, souvent. Trouble du cycle menstruel, abaissement de la masse osseuse. C'est une problématique. S'il y a des cyclistes qui m'écoutent, c'est une problématique qui est très présente dans le domaine du cyclisme. Parce qu'effectivement, le domaine du cyclisme, le problème, c'est que en fait, c'est diagnostiqué beaucoup plus tardivement qu'en course à pied, parce que je reviens avec les lésions osseuses. En course à pied, on a des impacts qui génèrent du stress sur le système osseux, et puis que dès qu'on est en déficit, pardon, dès qu'on est en déficit énergétique, on a dès qu'on fait de la course à pied, on a une fragilité osseuse qui s'installe liée au déficit énergétique et puis qu'en fait, à la longue, ça pète. Donc, c'est pour ça que c'est diagnostiqué beaucoup plus rapidement chez les coureurs que chez les cyclistes, où il n'y a pas de stress mécanique, ou du moins il est moindre, il n'y a pas d'impact. C'est une activité portée et du coup, on le diagnostique plus tardivement parce qu'il n'y a pas cette clinique de la lésion osseuse. Il y a d'autres choses, mais qu'on peut se dire, qu'on peut mettre dans plein d'autres domaines, hein, une irritabilité, une fatigue importante. Alors, les troubles du cycle chez la femme restent quand même présents. C'est vrai que dans le domaine du sport, il y en a beaucoup. On dit que c'est normal, lié à l'entraînement, lié à la fatigue, mais non, c'est pas normal. Sachez que c'est pas normal. Et ça, c'est important de l'entendre, de le réentendre, de le réentendre. C'est pour ça que moi, je fais des publications, je les refais sous différentes formes, et toujours avec le même message, parce qu'il faut les entendre et il faut les lire. Maintenant, quand on a une lésion osseuse en course à pied, on fait quoi? Eh bien, arrêter tout complètement, c'est généralement pas une super solution. À part peut-être au début, précocement, dans les fractures de stress à haut risque, dans les lésions les zones qui sont à haut risque, on peut tout arrêter pendant un certain temps. Mais voilà, il faut vraiment voir dans quel stade on est. Si marcher ne crée pas de douleur au niveau de notre os, que ce soit tibia, fémur, pied,
marchons. Mettons des contraintes parce qu'on sait qu'un os, il a besoin de ces contraintes pour s'adapter. Euh, il a besoin de ces contraintes pour s'adapter. Je vais passer comme ça en full cam. Euh, donc un os, il a besoin de ces contraintes pour s'adapter. Donc si on fait plus rien, il n'a pas d'adaptation. Il n'est pas mis sous stress et il ne va pas forcément s'adapter. Donc la douleur va diminuer parce qu'on le met plus sous tension, mais il va pas être forcément beaucoup plus fort après la lésion qu'avant. Euh, donc si la marche est possible, tant mieux. Si la marche n'est pas possible, bah, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire justement du vélo, qui va peut-être mettre un tout petit peu de contrainte, faire du rameur, faire de la natation par exemple, faire des activités portées qui permettent de faire un mouvement, mettre un petit peu de stress tissulaire sans générer vraiment, sans maintenir la, la lésion, l'irritation. En course à pied, c'est pareil. Si on peut aller courir 10 minutes, quart d'heure, en endurance fondamentale, tranquillement, et puis que ça se passe bien, bingo, il faut y aller, il faut le faire. C'est ce qui va permettre à l'os de s'adapter, encore une fois. Donc c'est le même raisonnement que de la marche, par exemple, mais en course à pied. Par contre, c'est clair que si on va courir 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis qu'on a mal après 20 minutes, puis qu'on continue de faire son 3 quarts d'heure, 1 heure, là, on fonce droit dans le mur, on risque justement d'aggraver la lésion osseuse. Mais voilà, faire ce qui est faisable d'être fait sans douleur, c'est important. Et donc, du coup, est-ce que je peux courir 5-10 minutes? Est-ce que je peux courir 20 minutes? Est-ce que je peux courir 10 minutes en alternance marche-course? Euh, ça dépend des stades, ça dépend des gens, ça dépend de beaucoup de choses. Mais le message, c'est consulter peut-être justement quand on a ça pour pouvoir avoir un bon diagnostic, pour pouvoir être bien aiguillé. Parce que le message, c'est oui, il va falloir un petit peu stresser mécaniquement cet os. Il a besoin de ça pour s'adapter. Et du coup, mais du coup, il faut le faire juste, il faut le faire bien pour que ça puisse se soigner très rapidement. C'est pas si compliqué à prendre en charge si c'est pris en charge rapidement. C'est clair que si on a une lésion osseuse qui date d'1 année et demie, 2 ans, et puis que tout à coup on se met à consulter, et puis qu'on attend des miracles de la part d'un thérapeute, ça va être un petit peu plus compliqué. Ou si on s'attend à ce que effectivement on va voir quelqu'un même rapidement, puis que 2 jours après c'est bon, c'est aussi compliqué. Euh, j'ai lu un truc comme quoi les semelles très amorties ne semblent clairement pas aider, contrairement à des idées reçues de beaucoup de gens, l'aspect préventif sur les lésions osseuses. Au contraire, on sait que biomécaniquement, on vient taper le sol beaucoup plus fort, qu'on a une biomécanique plus lourde, plus impactante, en mettant des chaussures très amorties, souvent très rigides, souvent avec du drop, enfin, dans des caractéristiques qui amènent la chaussure vers le fait qu'elle soit plus maximaliste. Et du coup, ben, biomécaniquement, ça met des contraintes plus intensives. Et puis du coup, ben, ça peut être un facteur de risque de lésion osseuse. Pardon, je vais juste écrire un petit message. Voilà, petit message fait. Je vais aller faire m'envoyer une petite session gaming. Ça va être sympatoche. Sur la PlayStation par contre. Donc là, je vais pas le jouer ici en ligne. Je suis en mode PlayStation. Mais ouais, ça me tenait à cœur de parler de ces lésions osseuses parce que c'est très fréquent euh, en course à pied. Et puis que franchement, il y a un gros travail préventif qu'on peut faire hein, par le côté progressivité. Voilà, être progressif. C'est important, c'est ce qui permet aux l'os de s'adapter, aux structures de s'adapter sans se léser. Et puis si on est blessé, eh ben, il y a des choses à faire aussi en quantification du stress mécanique, il y a des choses à faire, prudence si c'est des lésions de stress à haut risque, comme je l'ai montré avant.
Mais il y a des choses à faire. Je voulais juste voir un truc. Je sais qu'il y a justement, comme je disais au début, il y a Clem qui court, qui fait un live, ce qui m'aide pas du tout. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Hi, normal Roadrunner. Du bist am Thomasio qui Ja, fait la ich trinke backyard. auch Red Bull. Du weißt aber schon. Ja, Red Bull verleiht Flügel. Aber ich habe Höhenangst. Thomasio qui fait la backyard à Maurice. C'est être torché qu'on a pas le droit. Mange, tout le monde te dit mange là. En fait, je me suis tellement allumé sur les 2 derniers boucles là. Que gros. Ah bah ralentis alors, ralentis. Non, mais je me suis allumé en boucle là. Ouais, ralentis alors, ralentis. J'ai mangé beaucoup. C'est ça que je veux dire, ralentis un peu de manger. C'est pas grave, si tu sens que t'as assez mangé, c'est bien. À la limite, des petits bonbons qui piquent, ça peut bien passer là, non? Le dessert. La nuit va être longue, Dom. Gros. Gros, là, je pense que. Et quand tu seras, gros, tu veux pas. Ah, je sais. Là, je pense Là, à le ça. but, Et c'est attends, sur le dur, début. hein. Mais là, je pense à quand je vais mettre les écouteurs, tu sais. Ah ouais. Parce que là, il est bientôt. Là, tu vois, prochaine boucle, tu vas revenir à minuit. Ça veut dire que, mec, dans 5 heures, après, ce sera le lever de soleil. Mec, c'est bientôt. Hein. À 5h, c'est le soleil. Ouais, c'est 5h30, c'est le lever de soleil. Moi, ce que je veux, c'est mettre les écouteurs après. Bon. Attends. J'essaie. J'essaie de pas, mec. Jusqu'à ton anniv. Hein. À minuit, c'est son anniversaire, là, j'essaie. Il vient d'arriver juste là. Ouais, il faut que tu le reboostes. Hein. Aide-le un peu. L'année dernière avec JC, on a fait C'est glauque l'endroit, hein, le hangar là. Aider les gens dans le dur. Ah, un truc d'horreur là. C'est les tiennes. Genre là, tu vois, si peut-être JC va faire une minute de plus, elle est offerte. C'est vraiment glauque, ça va tout bruyant. En fait, gros, j'ai pas kiffé de fou De quoi parler? avec lui, ouais. Bah, change de gars. Ouais. Mais JC. Voilà. C'était bien cool. Donc je rediffuse ce live sur ma chaîne YouTube. Ambiance zen pour remercier. J'avais prévu de faire 1 heure, 45 minutes, 1 heure sur ces lésions osseuses. C'est fait. C'est fait. Je réfléchis au format que je vais faire. C'est vrai que le soir, ça m'est assez compliqué, un peu stressant. Mais à voir comment on peut manager les choses. Peut-être faire plus sur l'heure de midi, ce genre de format plus éducatif. Ça marchera peut-être mieux. Débloquer ce temps peut-être le vendredi. À voir. Je réfléchis, je m'adapte, je teste. Et puis en tout cas, merci. Là, on est monté à 102 followers. Ça, c'est cool. C'est cool. Maintenant, il faut que ces followers soient aussi en live ici. C'est très cool. On était 6 ou 7 mercredi, ça c'était cool. Pour la tier list avec Matt et Vasco, on va la refaire en juillet. Et puis, il y aura un live tout prochainement avec une naturo pour tous parler du microbiote et des compléments alimentaires. Pour le sport d'endurance. Ça va être hyper intéressant et plein. Il y aura plein d'infos très pratiques à essayer à mettre en place. Donc, je vous communiquerai la date prochainement. Sur les réseaux, sur X, j'ai découvert ce réseau là social. Je teste aussi Blue Sky. Blue Sky, je connaissais pas. X, Blue Sky, Instagram, Facebook. Je suis partout pour diffuser l'info, donc vous ne devriez pas la manquer si ça vous intéresse sur la naturopathie. Allez, à tout plus.